Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler de The Loop, un jeu coopératif de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par une main de maître par Simon Caruso, ou Caruso, je suis désolé pour la prononciation. C'est un jeu édité par Catch Up Games pour 1 à 4 joueurs, les parties durent environ 60 minutes, et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 12 ans. Donc c'est un jeu coopératif, ce qui veut dire que les joueurs vont coopérer, gagneront ou perdront ensemble. Le but du jeu sera d'arrêter les agissements du terrible Docteur Fou qui a construit une machine temporelle et qui s'amuse à aller dans différentes époques où il fait des clones, où il laisse des clones de lui-même et il crée au passage des failles temporelles. Il va falloir régler tout cela dans The Loop et tenter de l'arrêter. The Loop, ça ressemble à cela. Il y a un plateau principal avec les 7 époques que l'on peut visiter. Ici, l'aube des temps, la Renaissance, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque de l'industrialisation, la mondialisation, l'ère des robots et la fin des temps. Et vous voyez que différents clones sont déjà apparus sur le plateau durant la mise en place. Par exemple, ici, il y a un clone du Docteur Fou qui est apparu à l'ère des robots. Et ici, il y a par exemple 2 clones qui sont ici à la Renaissance. Il y en a 2 aussi à l'aube des temps. Donc ça, c'est pour le plateau principal avec une attraction particulière, c'est-à-dire la machine du Docteur Fou qui va nous servir durant la partie et qui va répartir les failles temporelles qui sont, elles, symbolisées par des cubes rouges. Il y en a un ici qui a été placé dans ce secteur aléatoirement et un autre qui est placé dans ce secteur. Ce sont 2 secteurs où sont apparues des missions que l'on tente de réussir. Si les joueurs parviennent à réussir 4 missions avant la fin de la partie, alors ils remportent la partie, sinon ce sera perdu. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Les joueurs, justement, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Il y a un joueur ici qui incarnerait la rôdeuse temporelle et un autre joueur qui incarnerait, alors là, pardon pour la prononciation, mais c'est imprononçable. Cette créature s'appelle, je vais pas m'y risquer, CZTWYZZEK. On va l'appeler Zek, cette créature, donc incarne donc Zek, et chaque joueur part non seulement avec son personnage qui a un pouvoir spécial, mais aussi des cartes spécifiques qui lui sont assignées. Chaque joueur a donc 6 cartes dès le début, qui sont directement spécifiques à ce personnage. Ici, on a le QG, on a un gros deck avec des cartes artefacts. Les artefacts, ça ressemble à cela. Il y en a déjà 2 qui sont apparus aléatoirement. Ce sont des objets ou des cartes que l'on va pouvoir ajouter à son deck, puisque The Loop a un concept de deck building. Mais sur le QG, on trouve aussi la mission principale, puisque The Loop arrive avec plusieurs modes de jeu, et ici je vais expliquer les règles du mode principal appelé sabotage, et qui nous dit que pour réussir la mission, il va falloir archiver, c'est-à-dire remporter ou réussir 4 missions de sabotage, ou saboter 4 fois les plans du Docteur Fou. On peut perdre par contre si différentes choses interviennent. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans l'explication, puisque ça n'aurait pas beaucoup de sens de vous l'expliquer maintenant. Ici, on l'a dit, on a 7 époques différentes. Chaque joueur arrive en jeu dans une époque spécifique. Par exemple, la rôdeuse temporelle, c'est indiqué sur sa carte, arrive à l'ère de la mondialisation, tandis que Zek, lui, part à l'aube des temps. Chacun a un pouvoir spécial, ça je l'ai dit. Il y a aussi des cubes verts qui ont été posés là où il n'y a pas de cube rouge durant la mise en place. Ce sont des cubes d'énergie, et j'expliquerai tout cela en temps voulu. Et je pense que le mieux, c'est de partir directement sur un tour de jeu et expliquer ce qui se passe durant le tour de jeu pour vous montrer ce qu'il faut faire et tenter de réussir pour gagner la partie. Alors, un tour de jeu se décompose en différentes phases et commence toujours par la première phase qui est appelée la phase fou, où on va générer des nouveaux clones du professeur. Et combien de clones on génère? On regarde le QG, ici il y a un deck de cartes, vous ne voyez pas bien, mais le deck se situe sur le premier cadran. Il peut aller ici et encore ici, mais ici, pour l'instant, en début de partie, il est sur le premier cadran, donc on va générer simplement, c'est indiqué là, un seul clone. Les clones, ils sont tous dans ce petit sac, on va les piocher, donc on en pioche un seul, et on regarde où il apparaît. Donc je pioche un clone qui est ici, il apparaît à la zone mondialisation, et il va apparaître comme ça, et il nous indique que si on le renvoie dans cette époque, c'est-à-dire à l'époque des robots, c'est indiqué dans le monocle mais aussi autour du clone, alors il disparaîtra. Donc l'un des buts du jeu, ou pour se faciliter la vie, c'est de renvoyer les clones dans les époques où
ils sont indiqués pour les faire disparaître. Ici, il apparaît à l'époque mondialisation, à l'ère de la mondialisation. Si j'arrive à le renvoyer juste à côté, hop, il disparaît et il est renvoyé dans le sac. Alors pour l'instant, il est là, il reste là. On va aussi ajouter une carte artefact, donc on la pioche dans le gros deck. On regarde l'artefact, là c'est indiqué que ça va apparaître dans l'ère de la Renaissance, on va donc la positionner à côté du plateau. Inutile de décrire ce que les cartes font parce qu'il y en a beaucoup et ça n'aurait pas beaucoup de sens pour l'instant de vous dire à quoi sert telle ou telle carte. Donc on la place simplement à côté du plateau, à côté de l'ère indiquée, c'est-à-dire de l'ère de la Renaissance. Ça, c'est la première moitié de la phase fou. La deuxième moitié, c'est de révéler une carte fou. Donc on révèle la première carte de ce deck, il y a 7 cartes en tout, chacune représente l'une des époques différentes. La première, ça a été mélangé, mais il se trouve que c'est la première, l'aube des temps. Donc à l'aube des temps, on va tourner la machine en fait jusqu'à ce que le côté principal, le côté du Docteur Fou, vous voyez qu'il y a sa tête avec le petit présentoir central. Donc on va tourner, pivoter la machine jusqu'à arriver vers l'aube des temps et on va lancer dans la machine des failles temporelles qui sont indiquées par ces cubes rouges et on en lance combien? On va en lancer 2 plus le nombre de clones qu'il y a à cette époque. Donc de base, je vais en lancer 2 plus 1, 2, donc au total 4 failles temporelles qui vont être mises dans la machine et qui vont se répartir soit au milieu, soit sur les côtés. On va voir où ils vont sortir. Hop, il y en a 2 qui sont apparus au Moyen-Âge. On les place ici, un qui est apparu ici et un troisième en fait qui est aussi apparu ici, et ça devient dangereux. Pourquoi ça devient dangereux? Chaque ère peut accueillir jusqu'à 3 failles temporelles, vous voyez qu'il y a les 3 symboles. Si une 4e faille temporelle venait à être ajoutée dans une ère et qu'on ne pouvait pas l'ajouter, alors la tuile de l'objectif disparaîtrait et à la place on mettrait un vortex. Ce qui veut dire que cette mission ne pourra jamais être accomplie, elle disparaît complètement du jeu. On y met un vortex, on enlève les failles temporelles qui seraient ici, d'autres failles pourraient venir s'ajouter. S'il y avait des cartes à côté du plateau, elles disparaîtraient aussi, donc personne ne pourrait jamais les récupérer. Et si, durant la partie, 3 nouvelles failles temporelles apparaissent ici et qu'une 4e devait apparaître sur un vortex déjà mis en place, alors ça serait la fin de la partie, puisque ça c'est une des conditions de défaite. Si un 2e vortex devait apparaître là où il y a déjà un vortex, c'est un game over. Donc c'est important de veiller à ne pas avoir trop de failles temporelles au même endroit. Ici on est déjà à bloc avec les 3, donc il va falloir agir et tenter d'en enlever pour pouvoir souffler un petit peu et pouvoir continuer la partie. Donc ça, c'était la première phase du tour de jeu, et au passage, le jeu vient avec une tuile qui nous rappelle la procédure, en fait, toutes les phases à faire durant un tour de jeu. La première phase était là. La deuxième phase d'un tour de jeu, c'est le joueur actif va pouvoir réaliser des actions. Combien d'actions? Autant qu'il veut, c'est-à-dire autant qu'il peut, /veut. Alors, les actions possibles sont toutes indiquées ici, mais je vais vous les décrire. Ici, on va dire que c'est le premier joueur, c'est la rôdeuse temporelle. Une action possible, c'est de se déplacer. On peut se déplacer sur l'époque suivante ou l'époque précédente. Pour se déplacer, on doit utiliser une énergie qui se trouve là où on se trouve, à nos pieds par exemple. Là, j'ai une énergie, c'est-à-dire un cube vert, je pourrais dépenser cette énergie pour me déplacer juste à côté ici. Ça serait un des déplacements. Mais je peux aussi profiter d'un déplacement gratuit puisque tous les personnages ont ce pouvoir, ont ce déplacement gratuit. Il suffit de retourner la tuile pour indiquer qu'on a utilisé notre déplacement gratuit et dans ce cas-là, on peut se déplacer sans avoir utilisé notre énergie ou l'énergie qui se trouvait ici. Donc ça, c'est une action possible. Les autres actions possibles sont liées en fait aux cartes que l'on a. En début de partie, en début de tour, on va piocher 3 cartes qui vont représenter notre main de cartes. Donc ici, j'ai 3 cartes, je peux utiliser chaque carte une fois pour indiquer que j'ai utilisé la carte. Comme dans beaucoup de jeux, je vais simplement l'incliner ou la mettre sur le côté pour indiquer que la carte est épuisée. Par exemple, si j'utilise cette carte, c'est retirer une faille à l'époque où je suis. Ici, c'est déplacez-vous d'une époque, puis retirer une faille à l'époque où vous vous trouvez. Et ici, c'est retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc, je peux tenter de faire mon tour en utilisant toutes mes cartes, en utilisant quelques-unes ou d'autres,
Donc ça, c'est aussi des actions possibles, et comme je le disais, on n'est pas limité en termes d'actions, on peut réaliser toutes les actions que l'on souhaite, mais au bout d'un moment, on n'a plus de cartes à jouer, du coup, on est limité à ce niveau-là. Ça, c'est aussi possible. Et enfin, la troisième chose qu'il est possible d'accomplir durant la phase d'action, c'est accomplir un loop. Et un loop, c'est donc une boucle temporelle, et on va dire que j'ai déjà accompli toutes ces cartes. Je peux effectuer un loop en dépensant une énergie, donc je dépenserai le cube qui se trouverait à mes pieds, je le renvoie à la réserve, et je peux redresser toutes les cartes qui portent le même symbole, sauf les cartes trou noir, c'est-à-dire les cartes qui ne possèdent aucun symbole. Donc celle-là, je ne pourrai jamais la relever durant un tour, mais par contre, je pourrai, en effectuant un loop, redresser cette carte pour pouvoir la réutiliser durant mon tour si je le souhaite. Donc ça, c'est un loop et c'est une chose possible, et c'est intéressant de faire des loops en redressant plusieurs cartes possibles. Par exemple, Zek, si lui, il avait déjà utilisé ces deux cartes, il pourrait faire un loop en dépensant une énergie, et il pourrait redresser ces deux cartes pour pouvoir les réutiliser immédiatement durant son tour. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, d'avoir des cartes avec le même symbole. Un loop coûte une énergie pour le premier loop. Si on réalise un deuxième loop durant son tour de jeu, ça coûte 2 énergies, troisième loop, 3 énergies, et etc., etc. Donc voilà pour la phase d'action. Alors on va partir, je remets ceci. Ce que j'ai oublié de faire, c'est, dans l'explication, je vous ai dit que chaque personnage a un pouvoir bien spécifique. Le pouvoir de la rôdeuse temporelle, c'est durant la phase fou, c'est-à-dire la phase précédente. Après avoir lancé les cubes, les failles temporelles dans la machine, je peux annuler l'une des failles que je choisis. Donc par exemple, je déciderai d'annuler celle-ci. Hop, elle n'est pas arrivée, donc je ne la mets pas. C'était le pouvoir de la rôdeuse temporelle. Maintenant, j'accomplis mon tour normalement en réalisant les actions. Donc je peux par exemple déplacer d'une époque puis retirer à une époque. Donc je vais utiliser cette carte pour me déplacer gratuitement ici, puis je retire une faille à mon époque, c'est-à-dire là où je me trouve, j'enlève cette faille, hop, il se trouve que les objectifs que j'ai ici me disent que ici c'est retirer une faille à une époque, et je dois le faire 7 fois dans des époques différentes. Je viens de le faire à l'époque des robots, donc j'ai déjà accompli la première partie de cet objectif, et je l'indique en mettant un petit cube ici sur l'époque des robots pour indiquer que je viens de le faire pour l'époque des robots. Il me restera à le faire dans les 6 autres époques pour pouvoir valider cet objectif. L'autre objectif ici, c'est de détruire un clone à une époque, et je vous ai dit que pour détruire les clones, il faut les ramener à l'époque qui est indiquée. Peut-être que j'aurais dû le faire ici, non, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas manipuler les clones avec les cartes que j'ai. Donc je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai utilisé ma première carte, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux retirer une faille temporelle sur une des 2 époques suivantes, donc je vais utiliser ça, on va l'utiliser tout de suite. Les 2 époques suivantes, c'est toujours dans le sens horaire, donc soit dans cette époque, soit dans cette époque. Je vais retirer, hop, une faille ici, c'est l'époque à l'aube des temps, donc je le marque ici pour l'objectif, donc ça j'ai utilisé. Ça, retirer une faille à mon époque, il n'y en a plus, donc c'est pas la peine de l'utiliser. Par contre, je peux me déplacer, il n'y a pas d'énergie ici, mais je peux me déplacer gratuitement. Hop, j'avance jusqu'ici, et je vais encore avancer d'un cran pour... est-ce que c'est la peine ou pas? Est-ce que c'est la peine? Non, je vais pas avancer d'un cran, je vais réaliser un loop qui me coûte donc une énergie, je dépense l'énergie qui est ici, et je redresse par exemple cette carte, et je peux la réutiliser, donc retirer une faille temporelle sur l'une des 2 époques suivantes, celle-là ou celle-là. On va partir ici, je retire une faille temporelle ici, c'est le Moyen-Âge, je l'indique ici, pas mal pour un premier tour, déjà 3 des 7 cubes à placer sur cet objectif en un seul tour, c'est déjà pas mal. Donc j'ai fini tout ce que je voulais faire comme action, parce que je pourrais encore me déplacer, bah non, j'ai déjà dépensé j'ai déjà effectué mon déplacement gratuit, je n'ai pas d'énergie à mes pieds, donc je ne peux pas me déplacer, donc je ne peux plus rien faire. On va dire que c'est la fin de mon tour, c'est la fin des actions que je pouvais faire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On regarde la 3e phase, qui est d'ajouter une carte à votre deck. Quelles sont les cartes que je peux ajouter? En fait, ce sont les cartes, les artefacts qui sont sur le bord du plateau et qui correspondent à la phase ou à l'époque où je me trouve. Donc j'ai le choix, je peux, si je le veux, ajouter ceci à mon deck. C'est le très gros adhésif qui me dit que je peux retirer une faille temporelle là où je le souhaite.
Je peux l'ajouter à mon deck. Si oui, je l'ajoute à ma pioche. Donc on va la prendre. Je le mets dans ma pioche. La pioche est ici, juste à côté de à côté de mon deck. Donc ça, c'est ma pioche. Ensuite, je peux archiver une tuile sabotage. Les tuiles sabotage, ce sont les tuiles objectifs au bord du plateau. Si j'ai réussi tout un objectif, je pourrais l'archiver, c'est-à-dire l'enlever. On va pas enlever celle avec les cubes, l'enlever et hop, une fois qu'on en a archivé 4, on remporte la partie. Ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas encore validé tous les objectifs, ou en tout cas tout ce qu'il y a à faire dans un objectif. Puis on en arrive à la fin du tour. Au passage, lorsqu'on arrive à valider un objectif, il y a ce qu'ils appellent une prime d'assiduité, par exemple que tous les cubes ont été placés, tout ce qu'il fallait, l'objectif est validé, je le mets ici pour montrer qu'il est validé, j'ai une prime d'assiduité, je vais piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs plus une, donc 3 cartes dans cet exemple, je regarde les cartes et les joueurs vont en prendre chacun une et la troisième sera détruite, on va la placer ici, face visible, ça peut avoir une importance pour le pouvoir de V-Girl par exemple, qui pourrait utiliser l'époque de la carte. Donc les joueurs se répartiraient cela, ils peuvent donc augmenter leur deck. Je rappelle qu'il y a cette notion de deck building qui est très importante dans le jeu. Donc on arrive ici à la fin du tour, enfin je défausse ma main de cartes, donc toutes les cartes de ma main on les défausse, elles rejoignent ici, et puis j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est pas dans la pioche que le gros adhésif va, c'est dans la pioche, et la pioche, elle est ici. Ça, c'est ma défausse, ça, c'est ma pioche. Puis, je repioche 3 cartes pour me préparer pour le tour d'après, et c'est enfin la fin du tour. Ça, je le remets puisque je n'ai pas validé, et ça passe au joueur suivant. Salut, désolé d'interrompre cette vidéo, je vais tenter d'être bref et rapide. J'arrive du futur, je suis même en plein montage de cette vidéo, et je me suis rendu compte que je ne parle pas des autres personnages qu'il est possible d'incarner dans le jeu, donc on va tenter de réparer cette erreur très rapidement. Donc dans la vidéo, on parle de la rôdeuse temporelle, pas la peine de revenir dessus, on parle de Zek, on va voir son pouvoir dans un instant, donc pas la peine non plus de revenir dessus. Par contre, je mentionne V-Girl, mais je ne l'explique pas, donc V-Girl, elle est représentée par cet énorme pion. J'aime beaucoup la taille des pions dans ce jeu, tout en démesure, complètement dans l'esprit de The Loop. Donc V-Girl, son pouvoir, c'est qu'elle peut appliquer l'effet de la dernière carte détruite. Vous savez que dans le jeu, on peut détruire des cartes. Elle a même des cartes qui lui permettent de détruire des cartes du gros deck. Donc les cartes détruites se retrouvent face visible en haut à droite du plateau QG. Et si V-Girl se trouve à l'époque de cette carte, par exemple si elle était à l'aube des temps ici, elle pourrait appliquer l'effet de la carte détruite qui est de piocher une carte et à son époque d'origine de retirer une faille temporelle. Donc ça c'est V-Girl, elle peut aussi finir son tour sur un méga vortex, ce qui est utile pour un autre mode de jeu, pas le mode de base. On a aussi Mr. Time avec son pion qui est ici. Mr. Time, lui, il peut une fois par phase d'action déplacer un autre agent d'une époque. Donc ça, c'est facile à utiliser. Et on a enfin Robot Finisher 404 avec son pion qui est ici, qui lui, ou elle, à partir du deuxième clone détruit, et vous allez voir comment détruire des clones dans un instant, un petit peu de patience, donc à chaque fois qu'elle détruit un clone, à partir du deuxième, elle peut ajouter un cube d'énergie ou retirer une faille de cette époque. Voilà, l'erreur est réparée, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur ces différents personnages, je vous renvoie à la suite du programme. Ciao. Donc, ça passe à Zek, qui va faire exactement la même chose. La tuile est simplement retournée, puisque c'est la fin du tour. Zek va donc repartir dans toutes ces étapes. Je le rappelle, on commence par ajouter un nouveau clone. Le clone, on le pioche dans le sac. On ajoute un clone qui se trouve, qui va commencer à l'ère des robots, et il doit être renvoyé jusqu'à la Renaissance pour disparaître. Puis, on tire une nouvelle carte artefact, qui, elle, va apparaître à la Renaissance. Hop, ici, c'est le cadran de Colomb. Ensuite, on va piocher une nouvelle carte, Docteur Fou, qui nous dit que la machine va être dirigée vers l'ère de la mondialisation, cette fois. Hop, ici, on va jeter combien de cubes? 2 de base, plus 1, puisqu'il y a un clone. Donc, on jette 3 cubes, qu'il y en a 2 qui apparaissent ici, 1 et 2, et un troisième qui apparaît juste ici, à l'ère des robots.
Puis, c'est les actions. On va vite faire cette phase d'action vite, en tout cas, on va tenter de la faire vite pour Zek. On va commencer par utiliser cette carte qui nous dit de repousser un clone de votre époque. Repousser, ça veut dire, on prend un clone qui se trouve à notre époque, par exemple celui-ci, et on va le repousser soit en avant, soit en arrière. En l'occurrence, je vais repousser celui-ci, hop, en arrière. On l'a mis là où il est censé aller, c'est pour le détruire. C'est l'époque, la fin des temps. Donc ce clone disparaît, et puisque j'ai fait disparaître un clone dans la fin des temps, je peux valider déjà un bout de cet objectif, c'est ici, je le marque ici avec un cube vert. Donc j'ai fait cela, ici, ajoutez une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux l'utiliser? Ouais, j'ai envie de l'utiliser, donc on va faire ça comme... on va le faire comment? On va le faire comme ceci, donc ajoutez une énergie à mes pieds, puis déplacez-vous d'une époque, donc je vais me déplacer ici ou ici. Est-ce que je veux me déplacer n'importe où? C'est pas très grave. Donc je vais me déplacer ici, et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ceci, je viens d'utiliser ça, je vais faire un loop. Donc les loops, je le rappelle, le premier loop de mon tour de jeu, ça me coûte une énergie. Je dépense cette énergie, donc hop, et je vais redresser toutes ces cartes, ces deux cartes qui portent le même symbole, et je peux les réutiliser. Donc je peux faire ajouter un ici, par exemple, ajouter ici à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque, je reviens ici, par exemple, donc ça j'ai utilisé, repousser un clone de votre époque, je repousse ce clone ici, au Moyen-Âge, c'est l'époque où il est censé aller pour disparaître, donc il disparaît, donc j'ai réalisé encore un bout d'objectif, hop, comme ceci, donc ça c'est utilisé. Après, je peux utiliser le pouvoir de Zek qui me dit que quand vous utilisez votre déplacement gratuit, vous pouvez vous déplacer d'autant d'époques que vous le souhaitez. En gros, je peux aller là où je veux avec le pouvoir de Zek. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Je pourrais aller... je crois que j'ai pas super bien joué parce que j'aurais aimé faire un nouveau loop, mais je peux pas le faire. Si, on va le tenter de le faire comme ça. Donc je vais aller ici et je vais utiliser cette carte qui me dit d'ajouter une énergie à une époque adjacente. Donc je vais ajouter une énergie ici, je l'ai utilisée. Ça, j'ai utilisé mon déplacement gratuit, je vais me déplacer de 1 en utilisant l'énergie qui se trouvait à mes pieds, hop, je l'ai utilisé, puis je vais réaliser un loop, c'est le deuxième loop de mon tour, donc il me coûte 2 énergies, hop, je les renvoie ici, je vais remettre ces deux cartes que j'ai déjà utilisées 2 fois, mais là je vais les utiliser une 3e fois, et je vais repousser un clone de mon époque qui est ici. Je le repousse, je le mets ici à l'ère des robots, donc il disparaît, hop, ça retourne dans le sac, et j'ai encore validé un bout d'objectif, donc vous voyez que ça peut être très puissant de faire des loops, et on va enchaîner comme ça les tours de jeu jusqu'à ce que l'on ait rempli 4 objectifs. Il faut qu'il y ait toujours 2 tuiles sabotage visibles. Dès que j'en ai validé un, une autre, la prochaine, va être révélée. Par exemple ici, c'est de faire un loop à une époque, il faut le faire 6 fois dans 6 époques différentes. Ici, l'objectif serait d'ajouter une énergie à cette époque. Donc ici, il faudrait donc mettre 6 énergies sur cette époque. Il y a des fois enlever des failles temporelles là où se trouve le Docteur Fou, etc., etc. Et donc on va avancer comme cela en essayant de réaliser ses objectifs avant que le professeur, lui, n'envahisse le plateau avec ses clones, puisque plus il y a de clones, plus il y a de failles temporelles qui apparaissent, et plus c'est difficile de le contrer, puisque les failles temporelles vont faire apparaître des vortex. Au deuxième vortex, on ne peut plus ajouter de failles et on perd la partie. S'il y a 3 vortex, je crois, s'il y a 3 vortex déjà sur le plateau et qu'on doit en ajouter un 4e, on a perdu la partie. Bref, il y a des conditions de défaite qui peuvent être assez violentes si on n'y prête pas attention. L'autre condition, la 3e et dernière condition de défaite, c'est une fois qu'on a épuisé ce deck, c'est-à-dire que l'on a utilisé les 7 cartes, donc il arrive dans les 7 époques différentes, on va reprendre toutes ces cartes, on va les remélanger, et on va avancer le deck d'un cran, et cette fois-ci on ajoute 2 clones, on tire une carte,
puis on avancera encore le deck d'un cran, et s'il faut l'avancer encore d'un 4e cran, alors on perd la partie, c'est-à-dire en fait on a 21 tours je crois, hein, 7 plus 7, 14, plus 7, 21, donc on a 21 tours pour remporter le jeu, sinon c'est perdu. Les autres modes de jeu, donc ça c'était pour le mode principal sabotage, les autres modes de jeu vont ajouter différents éléments qui vont rajouter de la difficulté, ça je l'ai dit. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un mode solo qui est réellement intelligent, bien pensé, puisque au lieu de simplement nous donner des personnages à contrôler les uns après les autres, le joueur va partir avec autant de personnages qu'il le souhaite. Par exemple, on partirait avec 3 personnages comme ceci. On prendrait toutes les cartes de ces personnages, on les mélange, on a un gros deck, puis on va les piocher une par une et les ajouter aux personnages à qui ça correspond. Par exemple, on est comme ça, on a le gros deck avec toutes les cartes qui correspondent à tous ces personnages, on les pioche une par une. Là, c'est une carte de Zek, on la met ici, une deuxième, celle-là, elle va ici, ici c'est Zek, ici c'est elle, et ça c'est rien malheureusement, c'est un mauvais exemple. Ah, ça peut permettre de vous le dire que quand c'est rien, on choisit où la mettre. Par exemple, je vais la mettre ici, puis la prochaine c'est Zek. Dès qu'un personnage a 3 cartes, c'est lui qui devient le personnage actif, et ce sont les 3 cartes avec lesquelles on va faire un tour de jeu complet, donc faire toutes les phases de jeu que je vous ai expliquées, puis les cartes sont défaussées, on continue à jouer, et lorsqu'un personnage revient avec 3 cartes, c'est lui qui devient actif, et ainsi de suite avec donc les conditions de victoire et de défaite dont je vous ai déjà parlé, et je pense que je vais m'arrêter là pour The Loop, un jeu donc de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Simon Caruso. C'est un jeu coopératif avec un univers très fou et qui fonctionne super bien, je dois le dire, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprécier à la fois l'univers graphique et à la fois les éléments de gameplay qui mélangent donc du deck building à de la coopération, et ça fonctionne super bien. Moi, je m'arrête là, je vous dis merci pour votre fidélité, merci beaucoup de soutenir Extra Life par les dons que vous continuez à faire, et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. On se retrouve donc dans une autre vidéo où nous parlerons d'un autre jeu de société très vite. Ciao!